Septembre 2002, et entre-temps, moi j'avais fait mes classes au niveau du groupe, secrétaire général de CIFCA, ensuite directeur général de CIFCA et de CIFCOM, PDG de SAPH, et je m'étais attaqué en 2001 à la mairie de Tabakala, j'étais maire de Tabakala, et on évoluait dans un environnement des affaires tellement difficile que j'avais décidé de trouver une tribune pour le monde économique, d'où la Chambre de commerce et d'industrie, et je me suis fait élire président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'était une bataille, déjà une bataille générationnelle, parce que les anciens étaient là, et moi je n'avais pas encore 40 ans, quand j'ai commencé à m'attaquer à la Chambre de commerce, j'avais 36 ans. Il faut voir, pour la Côte d'Ivoire, c'était inimaginable. On a commencé à me dire, mais non, mais qu'est-ce que c'est que cet enfant, vous pressez son nez, il y a du lait qui sort et tout. Bon. Mais mon discours a plu aux acteurs économiques, et c'est comme ça que je l'ai emporté, et j'ai défendu, pendant toutes ces périodes de crise, la position d'un acteur économique qui voulait que l'environnement des affaires soit propice aux affaires et que l'on protège les entreprises pour préserver les emplois. C'était ma position. Certains avaient perçu ça comme déjà un opposant au président Gbagbo, alors que ce n'était pas le cas. Je faisais simplement je jouais mon rôle de président de chambre de commerce et d'industrie, comme ça doit se faire partout, et vous êtes le porte-voix du monde des affaires. Certains ministres n'avaient pas compris, mais je peux vous dire que Laurent Gbagbo, lui, l'avait compris. Parce que lui-même m'a dit, tant que moi je te dis rien, tu peux t'exprimer, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce que je faisais. Et c'était la Côte d'Ivoire, il y avait toujours la querelle entre le président Laurent Gbagbo, le président Bédié et le président Ado. Bon, pour la petite histoire, ça s'était mal terminé. Comme je dis que j'ai été élu président de la Chambre de commerce, ça s'était mal terminé pour le général Guéhi, qui était mon voisin. Et j'ai personnellement assisté à l'arrestation du lieutenant Tiaba, du capitaine Fabien Koulibaly, du personnel du général Guéhi, qui ont été arrêtés par des militaires devant chez nous, et qui ont été exécutés plus tard. On m'avait même dit qu'un jour que j'aurais pu témoigner, mais ça n'est jamais arrivé. C'est pour dire qu'il y a eu quand même des exactions, des crimes commis dans le pays, et le général Guéhi avait perdu la vie dans cette histoire. J'ai pris fonction comme président de la Chambre de commerce le 18 septembre 2002. 18 septembre 2002. Pour ceux qui ont de la mémoire, le 19 septembre, nous étions en crise et le pays était divisé en deux. Donc j'ai eu une rencontre avec le président de la Chambre de commerce de Birmingham, Angleterre, le 18 dans l'après-midi, le 18 cocktail à l'ambassade de Grande-Bretagne. Je suis rentré chez moi et à minuit tapante, sur les 6 points, les coups de feu ont retenti, c'est-à-dire télévision, radio, Agban, Akouido, partout, et puis on était en pleine crise. Donc, bon, nous on a quand même vécu en Côte d'Ivoire, on avait des entreprises à préserver. On a été victime de la crise. Beaucoup de pillages à chaque fois. À chaque mutinerie, on s'attaque aux entreprises, on vous prend les ordinateurs, on nous prend les voitures, bref, on a même eu des blessés, un Mauricien sur Sucrivoire qui a eu une balle de Kalachnikov, nuitamment on a dû faire atterrir un avion sur le complexe pour le récupérer, et puis l'amener se faire soigner à Abidjan et l'évacuer ensuite. Donc, c'est vous dire que c'était pas facile, hein, c'était vraiment des périodes extrêmement tendues. Et puis il y a eu une accalmie, il faut qu'on le dise, il y a eu des moments pendant la crise où il y avait des troubles importants, notamment en novembre 2004. Il y avait des périodes où on a connu des joies. En 2006, on s'est retrouvé qualifié pour la Coupe du Monde, on est allé à Munich, à Berlin, partout pour accompagner l'équipe nationale. Et 2008, la CAN, c'est là que moi j'étais président du Comité national de soutien aux éléphants pour aller au Ghana. Malheureusement, on a perdu en
finale, bref. On a eu des moments de joie et de peine. Et il y a eu l'élection de 2010 et tout ce qui s'en est suivi. Le président Laurent Gbagbo perd officiellement les élections et puis après il est envoyé à La Haye. Bon, personnellement, moi j'aurais préféré qu'on gère tout entre nous, entre Ivoiriens, et non pas envoyer le président à La Haye. Mais la Côte d'Ivoire était signataire des accords sur la Cour pénale internationale et il a été envoyé. Mais le président Ouattara a revu sa position après pour ne pas envoyer Simone qui devait également être envoyé. Mais il y a eu Charles Blé Goudé et le président Gbagbo qui avaient été envoyés. Et moi je me suis permis de leur rendre visite également à La Haye en lui disant que je pense qu'il devrait rentrer bientôt en Côte d'Ivoire. J'avais anticipé même sur l'acquittement, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je peux me targuer d'avoir des relations correctes avec l'ensemble des leaders politiques ivoiriens. Je me suis retrouvé ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, et je le dis, aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu du processus de développement. Il y a une trop forte tribalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Trop forte. Quand je suis arrivé au ministère du Commerce, je fais en sorte que l'ensemble de la Côte d'Ivoire se retrouve dans mon organigramme, sur les postes de direction et dans mon cabinet. C'est-à-dire que dans mon cabinet, il y avait, vous prenez les Ivoiriens sur l'ensemble de la région et vous retrouvez des représentations partout. Pareil au niveau des directions. J'ai même enlevé des personnes pour nommer d'autres personnes parce que je voulais que le ministère représente la photographie géopolitique de la Côte d'Ivoire. C'était important pour moi et ça faisait qu'on se retrouvait. On se retrouvait tous réunis autour de même projet. Pour demain, je le dis, aucun Ivoirien doit se dire parce que je n'ai pas le bon patronyme, parce que je n'appartiens pas à tel parti politique ou telle formation politique, je vais perdre ma place. Non. Il doit continuer par ses compétences. Et si on doit demain amener la discrimination positive pour que tout le monde soit représenté, ce n'est pas un problème. Mais si il y a 0,2% de Gabou, il va falloir que les 0,2% de Gabou se retrouvent dans l'administration ivoirienne. Ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on équilibre, c'est comme ça qu'on favorise la cohésion sociale. Donc, il ne faut pas croire que tous ceux qui sont arrivés ont eu une promotion parce que j'avais besoin de tel ou tel groupe ethnique. Non, je regardais la compétence d'abord. J'ai voulu qu'il y ait une représentation géopolitique et en genre. Donc, j'ai attendu de pourvoir 2 postes parce que je voulais 2 femmes de 2 régions différentes et j'ai attendu qu'elles puissent se libérer de leur poste précédent. On a attendu 2-3 mois et pour leur préavis et elles sont venues trouver leur poste. Donc, si on veut que la Côte d'Ivoire soit entièrement rassemblée, on doit raisonner comme ça. Je me suis toujours battu pour que la Côte d'Ivoire soit plus forte économiquement. Vous avez entendu ma voix quand je me suis plaint de l'attribution de certaines concessions à quelqu'un comme Vincent Bolloré, par exemple, un monopole. Et je le dis ici devant vous. Je suis là, dans mon projet de société, je favoriserai la préférence nationale, le patriotisme économique. Il faut que les Ivoiriens soient présents dans tous les pans de leur propre économie. Ce n'est pas normal. Comme les Asiatiques, on doit regarder qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes avant d'aller chercher ailleurs. Et même si on ne peut pas,
vous venez me dire, moi je peux le faire, ok, mais je n'ai pas la technicité. Trouvez le partenaire technique à travers le monde. Mais en face de moi, j'ai un Ivoirien, à vous de payer ce partenaire technique. Et parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne quittez pas votre pays de gaieté de cœur. Beaucoup d'entre vous. Il y a plusieurs raisons. On dit la diaspora. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on quitte le pays. Pour nous-mêmes, la question s'est posée à un moment donné. À un moment donné, quand mon père était malade, en pleine crise, il a dit, c'est à vous de choisir. Moi, je suis sur le départ. C'est vous, c'est votre avenir. Soit vous vendez votre entreprise et vous vivez des gains de la vente et vous vous installez où vous voulez, soit vous faites le choix de rester, de vous battre pour la survie de l'entreprise. Parce que, il ne faut pas croire, une crise, c'est un risque, mais c'est une opportunité pour d'autres. Il y a plein de gens qui vont, en pleine crise, acheter des affaires. Donc pendant que beaucoup délocalisés en Côte d'Ivoire, beaucoup partaient, vous avez des gens qui viennent d'autres pays et qui achètent à vil prix une entreprise et qui sont encore là aujourd'hui et qui se prennent une position intéressante, une position dominante. Donc nous, on s'est dit, pourquoi nous, on partirait? Eh bien, je peux vous dire qu'il y a eu la crise en septembre 2002. C'est en novembre 2002 qu'on a pu faire entrer un groupe comme Michelin dans le capital de la SAPH pour nous accompagner. Ils ont accepté de le faire. Hein? Pourquoi? Parce qu'on les a convaincus. Et depuis, ils sont avec nous. Pareil quand on allait chercher les Asiatiques. Mais ils nous ont dit, mais bon, nous, on a l'habitude des crises. Hein? Vous savez, les pays ne disparaissent pas. Hein? Vous êtes à Singapour, ils m'ont dit, bon, nous, on a l'habitude des crises. Il y a un qui vient en Malaisie, l'autre qui vient de Chine, l'autre en Indonésie. Il y en a un qui était installé au Nigeria. Il dit, nous, vous me parlez de la crise ivoirienne, c'est 3 fois rien. On peut travailler, mais il y a encore des êtres humains sur place. Et c'est eux qui nous ont même contaminés en disant, mais voilà des gens qui se battent. Alors qu'ils ont acheté plein d'affaires autour. On est resté et on s'est battu. Et je dis Dieu merci. Parce que, entre-temps, on a pu faire grandir l'entreprise. Alors, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais c'est un enfant gâté, c'est un héritier. D'accord. Quand mon père partait, on avait 15 000 employés, aujourd'hui on a 37 000. Et tout ça, c'est au forcé, on se bat. Hein. Bien sûr, j'ai des frères, j'ai une famille qui sont dans les affaires avec moi, qui m'accompagnent. Et ça, c'est la grande différence entre mon père qui était seul et eux, avec nos partenaires, on peut avancer. Et ça me permet, moi, de prendre du recul et d'être devant vous pour faire de la politique. Je lutte contre la corruption, je lutte contre les monopoles et les positions dominantes. Je suis contre l'implication de sa famille dans la politique à mes côtés. Vous ne verrez aucun frère, aucun cousin, aucune sœur et tout ça avec moi qui m'accompagne dans la politique. Parce que j'estime que les Ivoiriens vont élire un individu, ils n'élisent pas une famille. Le principal problème du pays, ça reste la pauvreté. Qu'on ne se le cache pas, ça reste la pauvreté. Tout à l'heure, vous l'avez dit, tous les Ivoiriens ne mangent pas 3 repas par jour. Il n'y a pas de famine en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a de la nourriture à foison. Mais c'est la pauvreté. Manque d'emploi, denrées chères, la vie est chère, très chère en Côte d'Ivoire, pouvoir d'achat limité. Et quand je dis qu'on ne quitte pas son pays de gaieté de cœur, soit on va pour trouver d'autres opportunités, trouver un emploi, déjà c'est la première des choses, mais il y a d'autres choses. On trouve ailleurs, on le quitte parce que on va trouver réponse à ses préoccupations ailleurs. Vous savez, vous le vivez ici. Vos enfants sont dans un environnement scolaire meilleur, un système d'éducation éprouvé, un système de santé, un système social. Il y a tout ça qui va ensemble. Vous pouvez rester en Côte d'Ivoire avec les moyens. Si vous avez des moyens, vous vous achetez tout ça. Mais tout coûte beaucoup plus cher. Tout coûte beaucoup plus cher, il faut le dire. Ce que l'on fait, quand moi je vivais aux États-Unis et quand je vis en Côte d'Ivoire,
c'est pas pareil, hein, qu'on se le dise franchement. Quitter les États-Unis, c'était un choix. Si j'étais resté, bon, mes enfants seraient tous américains, et j'aurais gravi les échelons dans l'entreprise, j'aurais été propriétaire d'une maison là-bas ou d'un appartement, et puis après on prend sa retraite tranquille. Mais on a choisi de rester se battre parce que le pays a besoin de nous, et quand on a une valeur, on doit se tourner vers le pays. Vous n'avez jamais coupé le cordon ombilical avec la mère patrie. Non. Jamais. Dès que vous le pouvez, vous rentrez au pays. Oui. Dès que vous le pouvez, vous faites venir un parent vous rendre visite, donner des nouvelles. Et vous êtes de gros contributeurs. Il faut savoir que la diaspora africaine compte pour 3,5% du produit intérieur brut du continent africain. Alors que l'aide publique internationale, 2%. C'est-à-dire que vous êtes plus fort que l'aide internationale au développement. Donc vous voyez, et vous êtes fort à plusieurs titres. C'est-à-dire que vous contribuez au développement et vous êtes venu acquérir un savoir-faire, des compétences et tout. Et c'est à nous de savoir faire en sorte de vous faire revenir au pays pour ceux d'entre vous qui souhaitent rentrer. Ceux qui ne souhaitent pas rentrer, il n'y a pas de problème. C'est pas interdit, au contraire. Une grande nation a ses représentants partout dans le monde. Hein. C'est ça qui fait la force d'une grande nation. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a une diaspora remarquable, à la fois sur le continent européen, sur le continent africain, sur le continent américain, même en Asie. Moi, je suis arrivé à l'hôtel, je trouve des Ivoiriens en Indonésie, qui étaient là, qui travaillaient. Donc, c'est assez remarquable. Et dans tous les secteurs d'activité, on trouve aujourd'hui des Ivoiriens. Et culturellement, notre musique s'exporte partout. Nos pas de danse font le tour du monde, surtout quand on est champion d'Afrique. Et notre cuisine, pareil, on a même protégé le nom Atiéké. Et c'est la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas, un pays n'est pas fort uniquement économiquement. Il est fort économiquement, il est fort militairement, il est fort sportivement, il est fort culturellement, et tout ça, c'est comme ça que l'on connaît un pays. Quand nos footballeurs se présentent, tout le monde les connaît. Bon, pour ça, moi je suis fier parce que on a contribué à cela. Quand vous prenez le centre de formation, l'académie Mimo-Sifcom, 90% de l'équipe nationale sort de cette académie. Les premiers que vous avez connus, les Baki, les Romario, les Dindane, les frères Kolo, Kalou, ils sont tous sortis de là. Gervinho, Romario, Marco, tous, ils sortent de là et ils continuent de sortir de là. C'est ça que nous, on a pu faire avec Roger Wagner en faisant une académie école, sport, pour leur garantir une formation en plus de leur talent. Demain, nous avons l'élection présidentielle de 2025. C'est une ambition pour moi, une ambition pour la Côte d'Ivoire. Toutes ces idées que je n'ai pas eues, la réconciliation nationale comme il faut. La réconciliation, faire en sorte que tous les Ivoiriens s'accordent sur le type de société que l'on veut demain. On ne peut pas faire revenir ceux qui malheureusement ont disparu. Moi j'ai perdu beaucoup de personnes pendant la crise ivoirienne. Mais on peut dédommager les personnes que l'on doit dédommager. On doit régler les questions foncières. On doit faire la politique avec plus d'humanité. Faire en sorte que ceux qui représentent, les élus qui représentent une population, soient des autochtones. Alors on dit oui mais tu discrimines. D'accord, je discrimine. Mais est-ce normal qu'un élu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun fils de la région qui le représente à l'Assemblée nationale? Donc, il faut qu'on puisse dire
Écoutez, l'esprit derrière, c'est faire en sorte que la Côte d'Ivoire entière puisse s'exprimer, puisse parler, puisse être représentée, parler de ses préoccupations, de ses attentes. Mais si nous, on est puissants à Dabakala et que j'envoie des gens partout dans toute la Côte d'Ivoire et qui se font élire partout, mais la seule voie, ce sera celle de Dabakala. La vérité, on peut dire ce qu'on veut, ce sera comme ça. Donc, le président Oufoué faisait très attention à ça. Il savait très bien que lui, Yamoussoukro, ville en plein pays baoulé, il avait un député baoulé. Il a une grosse communauté Djoula. Il avait un député Djoula, mais c'était son choix. À l'époque, le parti unique, on imposait, d'accord. Mais les partis eux-mêmes peuvent dire, ah, qui est-ce qu'on va présenter dans telle zone? Quel est le fils de la région? Et on présente un fils de la région. Et je le dis, aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu du processus de développement et se sentir exclu du dialogue national. Tout le monde doit être représenté. Alors oui, on peut dire que je favorise la discrimination positive, mais c'est pour le bien de tous. Et puis, quelle gloire il y a à n'avoir que ses frères autour de soi et dire « je dirige le pays ». Non. C'est la réconciliation nationale. Faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient entre eux, avec le système, avec leur gouvernement, avec leurs institutions, qu'ils puissent croire en leurs institutions, qu'ils puissent se dire, oui, si je suis dans telle administration, je ne serai pas discriminé et je vais pouvoir évoluer normalement parce que la carrière que je mène, parce que la formation que j'ai, le travail que je fais me permet d'atteindre tel niveau un jour. Tant qu'il n'y aura pas ça, et que la justice, vous n'allez pas avoir confiance en votre justice, et que on s'assoit et on sait que pour devenir policier, il faut payer 1,5 million, pour devenir inspecteur, il faut payer 3 millions, pour devenir commissaire, il faut payer 4 millions, on n'aura pas de régulateurs sociaux dignes de ce nom. Et ce sont des choses que l'on sait et que l'on peut corriger et que l'on doit corriger. Mais tout ça, c'est ce vécu que j'ai en Côte d'Ivoire qui me permet de pouvoir en parler et qui me permet de dire il faut qu'on puisse changer ça pour demain. Parce que si on continue dedans, ce ne sera pas bon. On a un niveau de corruption endémique. On a un niveau de corruption endémique qui ralentit notre développement. Moi, je l'ai dit une fois au président Ouattara, je dis ça me fait mal pour vous, parce que ce que vous faites avec 100, vous pouvez le faire avec 80, avec 50, peut-être tellement il y a de l'évasion dans tout le système. Mais c'est un chantier tellement lourd que peut-être qu'il a préféré avancer en se disant d'autres vont gérer ça. Mais il faut qu'on le gère un jour. Parce que si on continue comme ça, on sera toujours en faillite. Dans les recettes fiscales, il y a tellement de fuites que on ne peut pas, alors que c'est possible pour la Côte d'Ivoire, de soutenir nous-mêmes, par notre tissu économique, notre processus de développement. En réalité, si tout va là où ça doit aller, on peut se passer de l'aide. Et c'est ce ménage que l'on doit faire d'abord. Et il faut voir toutes les magouilles, partout, le nombre de personnes qui ne payent pas l'eau, qui ne payent pas l'électricité, qui rescrivent ceci, tout ça, parce qu'ils payent un agent quelque part et puis ils sont branchés. Et tout ça, c'est ceux qui sont dans la régularité qui payent pour les autres. C'est ça le côté pervers, le côté où la corruption est confiscatoire et qu'il faut qu'on puisse y mettre fin. On ne pourra pas avoir de système éducatif si on ne corrige pas non plus la corruption. Pour se faire soigner, vous devez payer quelque chose alors qu'on prétend avoir la santé gratuite. Pour passer les examens, pareil, alors qu'on prétend avoir l'éducation gratuite. Donc,
ce sont des choses, ce sont des chantiers importants que nous devons avoir pour demain. Et secteur par secteur, pouvoir corriger cela. Dans l'armée, que ce soit une vraie institution républicaine. Dans la police, que le policier puisse dire « oui, j'ai passé le concours de police, je l'ai réussi » et on a un vrai policier devant soi. Pas quelqu'un qui, parce qu'il a payé, va aller se rembourser en se mettant au bord de la route demain pour pouvoir se rembourser la route. Mais malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et ce sont de vrais chantiers que l'on doit avoir. Et c'est ça que je dis, la réconciliation nationale, ne croyez pas que c'est une réconciliation entre acteurs politiques. Détrompez-vous, les acteurs politiques se parleront toujours. Vous les voyez comme ça, ils se parlent toujours, ils font palabre devant vous et demain ils se parlent encore. Donc moi ça me fait rire quand on dit la réconciliation. Non, la réconciliation c'est celle des Ivoiriens avec leurs institutions. La confiance qu'on doit avoir envers soi-même et dire oui, le système, je sais que ce gouvernement-là, ces institutions sont neutres et que si justice doit être rendue, j'ai confiance dans la justice de mon pays. C'est ça la réconciliation. Et quand vous allez pour faire votre pièce d'identité, vous ne faites pas la queue on fait la pièce d'identité toute l'année, partout, dans toutes les préfectures et sous-préfectures de Côte d'Ivoire, comme c'est dans les années 70. Pourquoi aller chercher un partenaire technique ailleurs pour venir faire une simple pièce d'identité? On peut la faire soi-même. On peut la faire soi-même. Pourquoi pour un permis de conduire? On peut faire tout ça soi-même et partout dans le pays. Et non pas courir à Abidjan faire la queue à 4 h du matin. Il faut voir ceux qui passent le permis, les jeunes qui pourront passer le permis. Vous arrivez à 4 h du matin, c'est au moins 10 fois cette salle. Il y a 2 véhicules pour vous faire passer la conduite. Vous faites la queue. Donc déjà là, vous allez voir la personne qui vous permet de passer, c'est 10 000 francs pour passer avant les autres. Donc imaginez déjà la fortune que le monsieur se fait. Et tellement il est pressé, il vous dit, tu montes dans la voiture, tu démarres, tu enclenches, et c'est bon, tu sais conduire. Alors je raconte ça pourquoi? Parce que j'ai dit à mes garçons, je ne veux pas entendre parler de j'ai acheté le permis. Vous allez faire l'auto-école, vous allez me passer le permis. Ils sont partis, ils ont fait. Ils ont passé l'auto-école. Mon fils revient et dit, mais papa, voilà ce qui s'est passé. Je suis monté dans la voiture avec lui. Quand j'ai démarré, à peine. Oui, c'est bon. Faites-en faire un crédit. Non, c'est bon. Il y a 1000 personnes qui attendent. Et il est parti. Bon, il a repassé son permis aux États-Unis et tout ça. Mais bon, voilà ce que ça donne. Mais aucun de vous, aucun de nous ne va monter dans un avion sachant que le pilote a payé son brevet de pilotage. Aucun de vous ne va aller voir un chirurgien sachant que le gars a payé son